Alors, j'accueille maintenant Fabien Delorme. Bonjour Fabien. Bonjour à tous. Comme pour Manuela tout à l'heure, je vais te demander une petite histoire avant de commencer l'interview. Eh ben allons-y alors. C'est à toi. Merci. C'est l'histoire d'Anaïs. Anaïs, c'est une jeune fille. Elle habite dans un village, un petit village, c'est là qu'elle est née. Et elle vit seule avec son père. Oui, parce que sa mère, on sait pas trop qui c'est. Son père, c'était un coureur de jupons, il a un peu connu toutes les femmes au village, et sa mère, on sait pas trop qui c'est, alors voilà. Et ce jour-là, elle est rentrée chez elle. Et justement, il y avait son père qui l'attendait avec un paquet cadeau. Alors Anaïs s'est dit « Ah, merci, c'est gentil, mais pourquoi tu m'offres ça? C'est pas mon anniversaire !» Elle ouvre le paquet, et à l'intérieur du paquet, il y a une robe magnifique. « Oh, merci, c'est gentil, mais pourquoi tu m'offres ça, papa ?» Et là, il y a son père qui lui dit « Écoute, Anaïs, tu vois, t'es plus une enfant maintenant, t'es une grande fille, t'es une adulte. Et tu sais, moi, dans le village, j'ai connu à peu près toutes les femmes. La seule que j'ai pas connue, en fait, c'est toi. Alors, voilà, Anaïs, est-ce que tu voudrais m'épouser, ma fille ?» Et là, il s'est mis à crier « Quoi? Mais ça va pas, c'est n'importe quoi, mais c'est pas du tout possible, t'es mon père, tu peux pas m'épouser, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et elle est partie, elle est sortie de la maison, elle est partie en criant, et elle s'est dirigée comme ça au hasard des rues, et elle s'est assise. Elle s'est assise à côté un vieux lavoir. Il y avait un vieux lavoir dans le village, et elle s'est assise au bord du lavoir. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle savait pas quoi faire, elle pouvait pas rentrer chez elle avec son père là qui voulait l'épouser, c'était pas possible. Et en même temps, elle avait nulle part où aller. Alors elle s'est mise à sangloter, et puis à un moment, elle a entendu une voix qui disait si tu veux, moi je peux t'emmener quelque part. Elle a relevé la tête, et là, elle a vu une vache. Une vache qui était en train de fumer sa clope, et qui la regardait tranquillement. C'était une belle vache rousse avec des longues cornes plates et des très longs poils. Et la vache, elle l'a regardée, puis elle a jeté sa clope par terre, elle l'a écrasée avec son sabot, et elle a dit « Allez, monte sur mon dos ». Anaïs, elle savait pas trop quoi faire. De toute façon, elle avait nulle part où aller, alors elle s'est dit pourquoi pas. Et elle est montée sur le dos de la vache. Et là, la vache a commencé à partir, et elle est sortie du village. Et Anaïs, elle était jamais sortie du village, alors tous l'émerveillaient, ils disaient « Oh, regarde là-bas l'oiseau, t'as vu comme il est beau? Oh, et puis regarde là-bas, t'as vu, il y a une montagne, je l'avais jamais vue. Oh, puis regarde cette forêt comme elle est belle. » Et la vache, au bout d'un moment, elle en avait marre, alors à chaque fois, elle disait « Oui, Anaïs, oui, c'est très beau, Anaïs, oui, c'est merveilleux, Anaïs, oui, magnifique, Anaïs. Splendide. Oh, regarde, et puis là-bas, t'as vu, là, il y a une rivière. Oh, puis regarde la forêt là-bas devant nous, t'as vu, elle est belle, on dirait qu'elle est toute en cuivre. » Et là, la vache dit ah oui, Anaïs, alors effectivement, je t'explique. On va rentrer dans une forêt en cuivre, tout est en cuivre, les arbres sont en cuivre, les feuilles sont en cuivre, les oiseaux sont en cuivre, tout est en cuivre, c'est magnifique, c'est très beau. Seulement, je t'en supplie, dans cette forêt, tu ne touches à rien. Tu ne touches à rien parce que cette forêt, elle appartient à un taureau en cuivre. Et ce taureau, il est énorme, il est très fort, il aime pas du tout qu'on touche à ses affaires. Alors je t'en supplie, tu ne touches à rien. Oui, promis. Et toutes les deux, elles sont rentrées dans la forêt. Effectivement, dans la forêt, tout était en cuivre. Les arbres étaient en cuivre, les feuilles étaient en cuivre, les oiseaux étaient en cuivre. Quand ils faisaient cuit-cuit, les notes qui sortaient de leur bec, elles étaient en cuivre. Il y avait des rivières en cuivre avec de l'eau en cuivre. C'était magnifique. Et Anaïs, elle a touché à rien. Et elles ont traversé comme ça la forêt. Elles étaient quasiment sorties de la forêt. Et il y avait une toute petite branche avec une toute petite feuille qui dépassait, qui était à peu près à la hauteur des yeux d'Anaïs. Et elle n'a pas pu s'empêcher. Une petite feuille de rien du tout. De toute façon, qu'est-ce que ça allait faire? Elle a levé la main et tic, elle a arraché la feuille. Et en entendant le tic, la vache elle a dit « Oh non, t'as pas fait ça !» Et à peine elle a dit ça que le sol qui se met à trembler, un taureau en cuivre énorme qui arrive. Et là la vache qui dit à Anaïs « Allez, descends de mon dos, je vais m'en occuper. » Et là Anaïs est descendue de la vache, et la vache elle a commencé à gratter le sol et à pencher la tête pour essayer d'impressionner le taureau en cuivre. Mais le taureau en cuivre, il s'est pas laissé impressionner, il lui a foncé dessus et ils se sont battus comme ça. La vache elle a mordu la patte en cuivre du taureau, et le taureau lui il a essayé de l'encorner, et ils se sont battus comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Et au bout de plusieurs heures, c'est la vache qui a gagné. Et là Anaïs elle a dit « Merci, je suis désolée, tu sais. » La vache elle a répondu « C'est rien, mais fais attention maintenant, hein. » Oui, promis. Et là, Anaïs est remontée sur le dos de la vache et elles sont reparties, toutes les deux.
Elles ont continué à marcher comme ça pendant plusieurs heures, et à un moment, Anaïs, elle dit « Oh, regarde devant, c'est magnifique, la forêt, regarde, on dirait qu'elle est en argent !» Ah oui, Anaïs, alors là, tu vois, on va traverser une forêt où tout est en argent. Et alors cette fois, je t'en supplie, tu ne touches vraiment à rien. Parce que cette forêt, elle est gardée par un taureau en argent, il est 4 fois plus gros que celui de tout à l'heure, et j'ai vraiment pas envie de le rencontrer, alors tu fais attention, hein, promis, hein. Oui, oui, promis. Elles sont rentrées dans la forêt, là, tout était en argent, c'était magnifique, elles ont traversé la forêt, elles étaient quasiment sorties, et là, au niveau du visage d'Anaïs, il y avait un arbre avec une toute petite branche et une toute petite feuille de rien du tout. Anaïs, elle n'a pas pu s'empêcher. Elle a tendu la main et tic, elle a pris la feuille en cuivre. Et là, la vache a dit « Oh non, t'as pas recommencé !» À peine elle avait dit ça que... Le sol qui se remet à trembler, là, un taureau 4 fois plus gros que le taureau en cuivre, un taureau tout en argent qui apparaît. Et la vache qui dit bon Anaïs, descends de mon dos. Et Anaïs est descendue et la vache et le taureau se sont battus. Ils se sont battus comme ça pendant des jours et des jours. Et au bout de plusieurs jours de combat, c'est la vache qui a gagné. Et Anaïs, elle a dit je suis désolée. Non, c'est bon, c'est pas grave, mais s'il te plaît, fais attention maintenant. Oui, oui, promis. Et Anaïs est remontée sur le dos de la vache et elles sont reparties. Elles ont remarché comme ça pendant plusieurs heures et à un moment Anaïs a dit oh, regarde là-bas devant la forêt, c'est magnifique, on dirait qu'elle est toute en or. Ah oui, alors là, je t'explique Anaïs, là on va rentrer dans une forêt magnifique, tout est en or. Mais alors cette fois, je t'en supplie, tu ne touches à rien. Parce que cette forêt, elle est gardée par un taureau en or, il est 12 fois plus grand que le dernier. Et celui-là, faut vraiment pas qu'on le rencontre. Hein. Tu touches à rien, promis? Oui, oui, promis. Elles sont rentrées dans la forêt, elles l'ont traversée, tout était en or, c'était magnifique. Elles étaient quasiment sorties de la forêt et là, une branche avec une toute petite feuille, Anaïs, elle n'a pas pu s'empêcher. Tic. Oh non, t'as pas recommencé. Un taureau 10 000 fois plus grand que ce qu'Anaïs avait jamais vu, tout en or qui arrive. Anaïs est descendue du dos de la vache et le taureau, ils se sont battus comme ça pendant des semaines et des semaines. Et au bout de plusieurs semaines de combat, c'est la vache qui a gagné. Mais là, elle était exténuée. Et Anaïs, elle a dit « Bon, je suis vraiment désolée, allez, c'est promis, cette fois, je toucherai plus à rien. » La vache, elle a dit « Non, mais c'est bon, de toute façon, on est presque arrivé. » Anaïs, elle est remontée sur le dos de la vache, elles ont continué à avancer comme ça, et effectivement, un peu plus loin, elles sont arrivées à la capitale du royaume. La capitale avec son abbatiale du XIVe siècle, son pont sculpté magnifique et son palais royal. Son palais royal qui était habité par le roi et par son fils, le prince qu'on disait charmant et célibataire. Mais bon, de toute façon, elles n'avaient pas le temps de s'occuper de ça. Elles étaient fatiguées, elles avaient faim, elles avaient soif. Fallait qu'elles trouvent une maison quelque part qui pourrait l'accueillir. Alors elles ont frappé à la première porte qu'elles ont trouvée. Et là, elles sont arrivées dans une maison où il y avait 2 femmes qui habitaient dans la capitale. On les appelait les 2 vieilles peaux, c'était comme ça. Et elles les ont regardées, puis elles ont dit oui, bien sûr, vous pouvez venir, ça tombe bien, on a besoin de bras pour nous aider à la maison. Alors toi, là, la fille, tu vas nous aider, tu vas nous servir de boniche, quoi. Hein. Tu vas faire le ménage, tu vas faire à manger, tu vas faire tu vas t'occuper du linge, et puis la vache, toi, tu vas t'occuper du jardin, on a besoin de quelqu'un pour tondre la pelouse, ça t'ira très bien. Toutes les deux, elles se sont mises à travailler, Anaïs dans la maison et la vache à l'extérieur. Et quelques jours après, Anaïs, elle a vu les deux vieilles peaux qui étaient habillées, elles étaient magnifiques, elles avaient mis du maquillage, elles avaient mis des belles robes. Elle dit vous êtes bien habillées, qu'est-ce que vous faites? Et là, il y en a une qui dit c'est vrai, toi tu sais pas, t'es de la province, t'es de la campagne, tu connais pas ça du tout, mais on est samedi après-midi, aujourd'hui c'est thé dansant au Palais Royal. Thé dansant, c'est quelque chose de merveilleux, tu peux pas comprendre. Puis en plus, il y a le prince. Et puis tu sais, le prince, il est charmant. Hein. Enfin bon, de toute façon, ça te concerne pas, puisque toi, tu vas rester travailler. Tu vas préparer la soupe, je veux qu'à 19h, ça soit prêt. Hein. Allez, travaille bien. Et toutes les deux, elles sont parties. Et là, Anaïs, elle s'est adossée au bord de la fenêtre, elle regardait vers l'extérieur, et elle a dit comme ça, pour elle-même, le prince charmant, le thé dansant, qu'est-ce que j'aimerais y aller au thé dansant? Mais il y avait la vache qui l'a entendu, elle a dit, écoute Anaïs, si tu veux aller au thé dansant, t'y vas. Elle dit, mais je peux pas, regarde, t'as vu comment je suis habillée, je peux pas y aller habillée comme ça. La vache, elle lui dit, attends, et tu te rappelles la superbe robe que ton père t'a offerte? Et franchement, si tu mets ça, tu seras magnifique, hein. Et puis en plus, tu seras méconnaissable. Anaïs, elle a dit, ah oui, c'est vrai, alors personne ne me reconnaîtra, mais comment je vais faire pour repartir? Après, les gens, ils vont me suivre et ils vont bien savoir que c'est moi. La vache, elle lui dit, mais non, tu sais, la feuille que t'avais prise dans la forêt de cuivre, tu la jettes en l'air, tu dis, hop, que personne puisse me suivre. Et personne pourra te suivre. Ah ouais, oui, mais c'est pas possible, il faut que je fasse la soupe. Elles ont dit, et si la soupe est pas prête, elles vont pas être contentes, hein, les 2 vieilles peaux. Là, la vache, elle est rentrée dans la maison, elle a dit, c'est bon, je m'en occupe.
Elle a mis un tablier, elle a pris une fourchette en bois dans son sabot et elle a commencé à touiller la soupe. Anaïs a dit « Oh, bah merci !» Et là, elle a mis sa belle robe, elle était magnifique, elle était méconnaissable et elle s'est dirigée vers le palais. Elle est rentrée dans le palais, dans la salle du thé dansant. Et là, tout le monde était en train de danser, tout le monde s'est retourné en entendant la porte s'ouvrir. Et puis là, tout le monde l'a regardée, cette jeune fille, elle était magnifique, personne ne la connaissait, qui c'était. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle, tout le monde était jaloux. Et puis alors, surtout que le prince charmant, il s'est approché d'elle et puis il lui a dit « Vous voulez danser ?» Elle s'est dit « Oui !» Et là, Anaïs, elle s'est mise à danser avec le prince charmant. Les autres, elles étaient toutes jalouses parce que c'était quoi cette nouvelle là qui venait d'arriver. Surtout les deux vieilles peaux, elles étaient dégoûtées, quoi. Et puis, le thé dansant est arrivé à son terme et Anaïs est sortie, elle s'est précipitée, elle a jeté sa feuille en cuir, hop, 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 que personne puisse me suivre. Et personne n'a pu la suivre. Et quand elle est rentrée, elle a retrouvé la vache et elle a repris son poste derrière la cuisine et s'occupait de la soupe. Personne s'est douté de rien. La semaine suivante, les deux vieilles peaux, elles s'étaient rhabillées, elles étaient prêtes à retourner au thé dansant. Elles ont dit à Anaïs, Anaïs, nous on va au thé dansant. Toi tu prépares la soupe, hein. Quand on rentre, on veut que la soupe soit prête. Et elles sont parties. Anaïs, elle s'est accoudée à la fenêtre, elle a dit le thé dansant, c'est vrai que c'était bien la dernière fois, j'aimerais bien y retourner. La vache, elle dit tu y retournes, hein. Écoute, c'est pas compliqué, de toute façon, tu jettes la petite feuille en argent que t'as volée dans la forêt, et puis tu dis hop, 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 que personne puisse me suivre, et ça sera pareil, hein, personne pourra te suivre. Et elle est rentrée dans la maison, elle a dit c'est bon, tu sais, moi je m'occupe de la soupe. Elle a remis son tablier, elle a recommencé à touiller la soupe. Et là, Anaïs, elle dit merci. Et elle est partie jusqu'au palais. Elle est rentrée dans la salle de thé dansant. Et là, tout le monde s'est retourné en regardant. Oh, c'est elle, regardez, elle est revenue, celle de la semaine dernière. Et le prince, il s'est approché d'elle, il lui a proposé de danser. Et Anaïs, elle a dit oui. Elle s'est mise à danser, et puis toutes les autres femmes, elles étaient jalouses comme des poux, surtout les deux vieilles peaux. Elles se disaient, mais c'est qui celle-là, faut qu'on arrive à la suivre à la fin. Hein. Et à la fin du thé dansant, tout le monde est sorti, et tout le monde voulait la suivre, cette jeune fille, que personne ne savait qui c'était. Mais Anaïs, elle a pris la feuille en argent, elle l'a jetée en l'air, elle a dit hop, 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 que personne puisse me suivre. Et personne n'a pu la suivre. La semaine suivante, rebelote, thé dansant, les deux vieilles peaux qui partent au thé dansant en disant tu prépares la soupe. Anaïs qui s'accoude à la fenêtre et qui dit c'est vrai, c'est thé dansant aujourd'hui, j'aimerais bien y retourner. Et là, la vache, elle est rentrée dans la maison, elle a mis son tablier, elle a dit c'est bon, j'ai compris, tu jetteras ta feuille en or et tu diras hop, hop, etc. Anaïs a dit merci. Et elle est partie au palais. Elle est rentrée dans la salle du thé dansant, et là tout le monde la regardait. Et là, le prince, il s'est dirigé vers elle, voulez-vous danser ? Oui. Elle s'est mise à danser, et puis alors là, les femmes, elles étaient toutes plus jalouses que d'habitude. Et quand ça s'est terminé, tout le monde a voulu suivre Anaïs, et Anaïs, elle a acheté sa petite feuille en or, elle a dit hop, 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 que personne puisse me suivre. Et personne n'a pu la suivre. Mais le prince, il s'était jeté sur elle pour essayer de la retenir. Il n'a pas réussi. Mais il avait réussi à prendre une chaussure. Eh oui. Et avec cette chaussure-là, il s'est dit je vais la retrouver, c'est sûr. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'Anaïs, elle avait des tout petits pieds, donc elle avait des toutes petites chaussures. Donc il s'est dit, c'est sûr, hein, celle qui arrivera à rentrer dans cette chaussure, c'est forcément la jeune femme avec qui j'ai dansé, et celle-là, je l'épouserai. Et il a fait proclamer à travers toute la capitale qu'il épouserait la jeune fille dont le pied rentrerait dans cette chaussure. Et avec ses gardes, il a fait le tour de la capitale, et toutes les femmes, elles voulaient essayer, mais il n'y en a aucune dont le pied rentrait dans la chaussure. Ils ont fait le tour de la capitale, et ils sont arrivés à la toute dernière maison. La toute dernière maison, celle des deux vieilles peaux, évidemment. Les deux vieilles peaux, elles aussi, elles voulaient tenter leur chance. Alors la première, elle s'est dit, il faut que j'ai un pied plus court. Alors elle a pris un couteau et schlac, elle a coupé un bout de son pied. Ouais, mais elle en avait trop coupé. Alors son pied, il flottait dans la chaussure. Ça allait pas. Alors le prince, il s'est dirigé vers la deuxième, mais la deuxième, elle s'est dit, je vais pas me faire avoir, je vais en couper moins. Elle a pris le couteau et schlac, elle en a coupé moins. Mais elle s'est trompée de pied. Ça allait pas non plus, hein. Le prince, il était désespéré, il avait fait le tour de toute la capitale, il n'avait pas trouvé la jeune femme avec qui il avait dansé. Si, il la regardait, là, il y avait une jeune femme, une boniche qui était en train de nettoyer les cendres dans la cheminée, et le prince, il dit, mais vous avez pas essayé la chaussure ? Et là, il y a les deux vieilles peaux qui se disent, non, mais laissez tomber, de toute façon, elle fait la boniche, on le sait, elle était là, c'est pas elle qui pouvait danser, de toute façon, vous avez bien vu comment elle est, hein. C'est pas une nana qui nettoie les cendres dans la cheminée avec qui vous allez vous marier quand même. Mais le prince, il s'est quand même approché d'Anaïs et il lui a dit vous voulez bien essayer cette chaussure ? Anaïs, elle a dit oui. Elle a essayé la chaussure et ça lui allait parfaitement. Et là, en la regardant de plus près, en la regardant dans les yeux, le prince, il l'a reconnue. Et il a dit voulez-vous m'épouser ? Et l'Anaïs, elle a dit
Oui. Et ben voilà, c'est comme ça qu'Anaïs a épousé le prince. Et après, le roi et la reine, ils étaient vieux, ils sont morts. Alors Anaïs et le prince, ils sont devenus roi et reine. Et la vache, elle est devenue intendante principale du royaume. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Eh bien, merci beaucoup, Fabien. Alors, Fabien, je vais te demander bah, tout simplement d'où vient l'histoire que tu as racontée. Est-ce qu'elle fait partie d'un de tes spectacles? Alors cette histoire, c'est une version de Cendrillon, parce que c'est une histoire Cendrillon dont il y a énormément de versions différentes. Et ça, c'est une version, je crois, qui vient du Danemark. Donc une version avec une vache qui joue le rôle de la marraine qui aide Cendrillon à accomplir son destin. Et c'est une histoire, oui, effectivement, qui est dans un de mes spectacles, le spectacle Bestiaire. Donc Bestiaire, c'est un spectacle avec des histoires d'animaux, des histoires où les animaux ont le premier rôle, ou en tout cas où ils ont un rôle important. Et c'est un spectacle qui est plutôt destiné aux enfants, même s'il y a des histoires dedans qui sont tout à fait adaptées, peuvent tout à fait intéresser les adultes, quoi. Alors, comment est venue ton envie de raconter, de devenir conteur professionnel? Alors au départ, ça fait un petit moment déjà. Au départ, j'en fais toujours d'ailleurs du théâtre en amateur, et voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien et que j'aime toujours. Et j'ai découvert le festival qui se déroule dans la région. J'ai découvert le festival Conteurs en campagne. Je suis allé voir, c'est une amie qui s'appelle Anaïs d'ailleurs, qui disait faut aller voir, ça a l'air bien, c'est génial. Et je suis allé voir et effectivement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'est ça, j'ai envie de raconter des histoires. C'était au départ, je voyais ça un peu comme une variante un peu du théâtre, mais où on est seul sur scène, hein, comme beaucoup de gens. L'idée qu'on se fait au départ du conte souvent c'est ça, c'est une variation du théâtre quelque part. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça avait rien à voir du tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu tout terrain du conte. C'est-à-dire qu'on peut raconter ça effectivement dans un théâtre, dans un lieu de spectacle, un lieu qui est dédié à la base au spectacle, mais on peut aussi raconter ça dans des endroits complètement différents. On peut raconter ça en pleine nature, dans des écoles, dans des prisons, dans des théâtres, pendant qu'on marche. Et voilà, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et avec des publics très différents aussi, des enfants, des adolescents, des adultes, public familial. Et comment t'es-tu formé au conte? Quels ont été tes formateurs? Ah, des fois, je vais pas tous les citer, j'en ai eu pas mal, puis j'aurais peur d'en oublier. Oui, ouais. Mais comment t'es-tu formé, on va dire, Alors, au conte? voilà, effectivement, j'ai suivi des formations, des stages auprès de formateurs de la région ou d'autres plus connus qui, voilà, qui travaillent, qui sont connus pour leur formation à travers toute la France. Et donc voilà, j'ai suivi régulièrement des formations sur des aspects différents, avec des formateurs différents au fil des années, pour peaufiner, pour confronter aussi les approches, parce qu'il y a énormément d'approches sur la façon de raconter. Et c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des formateurs qui ont des points de vue complètement différents, au point que des fois il y a des formateurs qui vont dire une chose et d'autres qui vont dire exactement le contraire. Et donc ça oblige à ne pas avoir une approche dogmatique, mais ça oblige à se poser soi-même des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi lui il m'a dit ça alors que lui me dit le contraire? Et comment je fais la synthèse de tout ça, quoi. Et ça permet de développer un style et une façon de faire qui soit personnelle. Et quelle est la première histoire que tu as racontée devant un public? La première histoire, c'était un fabliau. C'est le fabliau des Trois Bossus. Voilà, c'est un fabliau qui est très connu. Et c'est la première histoire que j'ai racontée, justement dans le cadre d'une formation dans la région. À la fin de la formation, il y avait une restitution devant un public. Et c'est cette histoire que j'avais racontée. Alors justement, en parlant de fabliau, le conte, c'est quelque chose qui t'intéresse, mais aussi tout ce qui tourne autour du conte, l'art du récit, aussi bien le fabliau que l'Odyssée, enfin des choses comme ça.
Ouais, oui, complètement. Oui, c'est quand je dis que c'est ce qui me plaît, c'est que c'est un art tout terrain. C'est aussi un art tout terrain dans le matériau qu'on utilise. J'aime bien raconter vraiment tout type d'histoire, que ce soit des épopées, en tout cas des fragments, des fragments d'épopées, puisque je raconte pas d'épopées en entier. Ça peut être des contes merveilleux, ça peut être des nouvelles, ça peut être des fabliaux, comme tu dis, des histoires contemporaines. Des contes qui sont modernisés, enfin qui sont placés dans un contexte contemporain, c'est voilà, des histoires de science-fiction même, puisque j'ai un spectacle Oui. autour de cette thématique. Et ce qui me plaît justement, c'est de jouer avec vraiment ce matériau de base qui sont les histoires et de voir tout ce qu'on peut faire avec et de voir toutes les sources qu'on peut utiliser. Et quel est ton répertoire? Est-ce qu'il y a des histoires que tu aimes raconter, des thèmes, des genres qui reviennent plus souvent? Alors ça, c'est difficile. J'ai pas vraiment. Je me suis pas dit, voilà, moi je vais me spécialiser dans tel type d'histoire. Je me suis pas dit, je vais me spécialiser dans tel type d'histoire. Après, peut-être qu'il y a des choses récurrentes qui apparaissent. C'est plutôt des histoires plutôt drôles en général. C'est pas un choix que j'ai fait au départ de dire, voilà, bah, je vais faire des histoires plutôt drôles. C'est vraiment, il se trouve que les histoires que je raconte sont comme ça. Il y a une histoire justement qui circule un peu dans le milieu du conte, c'est que c'est pas le conteur qui choisit les histoires, c'est les histoires qui choisissent leur conteur. Et c'est un peu vrai, c'est-à-dire que en fait, même quand on a une histoire qui nous plaît, on essaie de la raconter et des fois on se rend compte que ça marche pas. On a envie de la raconter, puis on la raconte pas bien. Et on se rend compte, à l'inverse, qu'il y a d'autres histoires, on a l'impression de moins bien les maîtriser, et en fait, on arrive à les raconter très bien, quasiment en ayant beaucoup moins travaillé cette histoire. Mhm. Et c'est-à-dire que, alors pourquoi certaines histoires plutôt que d'autres, ça c'est quelque chose de difficile à dire, mais il se trouve qu'effectivement, on choisit pas forcément les histoires, enfin pas complètement les histoires qu'on va raconter. Il y a aussi, voilà, il y a des histoires qui veulent, en quelque sorte, qui veulent pas qu'on les raconte. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et ce qui fait que, le répertoire qu'on développe, en tout cas dans mon cas, le répertoire que j'ai construit petit à petit, c'est quelque chose un peu d'organique, c'est-à-dire c'est à force de raconter des histoires, telle histoire, telle histoire, telle histoire, au bout d'un moment, on a des thématiques récurrentes qui se développent et ça permet de faire un spectacle. Mais voilà, je travaille plutôt comme ça, c'est-à-dire je travaille des nouvelles histoires que je vais raconter comme ça, et au bout d'un moment, avec toutes les histoires que j'ai, je me dis, bah tiens, là, il y a beaucoup de points communs. Elles se passent dans un même contexte, où il y a des personnages qu'on retrouve régulièrement, je vais en faire un spectacle. Mhm. Et comment se passe la préparation d'un spectacle? Est-ce que tu t'imprègnes beaucoup de l'histoire? Est-ce que tu vas écrire beaucoup de choses avant de préparer le spectacle? Alors moi, j'écris quasiment rien. Sur papier, j'ai quasiment rien. Je garde juste une liste de mes histoires, pour ne pas les oublier, parce que si par exemple on me demande, bah, tiens, est-ce que tu pourrais raconter des histoires sur tel thème, si je garde le titre de toutes mes histoires en tête, enfin, je vais forcément en oublier. Mais tout ce que j'ai, c'est la liste des titres d'histoires que j'ai et à peu près la durée qu'elles font. Et sinon, j'écris rien d'autre. Alors, quand je découvre une histoire, en général, je la trouve dans un recueil papier, un recueil de collectage, par exemple. Quand je lis donc des histoires comme ça, s'il y en a une qui me plaît, je me dis tiens, celle-là elle est pas mal, je la relis une deuxième fois. Et après, je referme le livre et je la raconte, donc dans des scènes ouvertes ou autres, dès que j'ai l'occasion. Je la raconte enfin, ce que j'ai retenu de l'histoire. Mhm. Et je vais la raconter comme ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'à un moment elle soit à peu près figée, jusqu'à ce qu'elle ressemble à quelque chose, qu'elle soit intéressante, qu'elle soit raisonnablement bien racontée. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je relis l'histoire dans le recueil, souvent elle ne ressemble pas du tout. Il y a des passages que je pensais être dans le recueil et c'est des choses que j'ai inventées, que j'avais mal interprétées, et l'histoire est un peu différente. Et donc voilà, je commence comme ça à lire l'histoire. J'arrive à voir à peu près la trame, donc ce qui se passe dans l'histoire, et je travaille à partir de ça. Et je rajoute des morceaux de description, de détails, de caractéristiques des personnages petit à petit en la racontant. Mhm. Et alors tu racontes à la fois pour les adultes et les enfants. Comment abordes-tu ces différents publics? Est-ce que tu as une manière particulière de raconter
en fonction des personnes, en fonction des publics? Je pense pas qu'il y ait vraiment de différence dans la manière de raconter. C'est pas les mêmes histoires. Bah, encore que j'ai des histoires qui sont racontées à la fois aux adultes et aux enfants. Mais c'est pas évidemment pas tout à fait le même répertoire. Il y a des histoires que je raconte jamais aux adultes et il y a des histoires que je raconte jamais aux enfants. Mais j'ai pas vraiment une façon de raconter qui est spécifique soit aux enfants soit aux adultes. Ce qu'il y a par contre, c'est qu'à chaque fois je m'adapte au public, en fonction du public, en fonction de ses réactions, etc. Il y a beaucoup d'improvisation dans la façon de raconter. Et effectivement, sans doute que si je me regardais en train de raconter aux enfants, je verrais qu'il y a des choses qui ressortent, des façons de raconter, des mimiques, des déplacements récurrents que j'ai pas avec les adultes. Mais a priori, j'ai la même approche, quoi. Alors, tu es originaire du Limousin. Tout à fait. Et tu vis depuis une petite dizaine d'années dans les Hauts-de-France. Est-ce que ces deux lieux ont influencé de quelque manière que ce soit tes histoires ou pas du tout? Oui, quand même, oui. Parce que, en tout cas, dans le premier spectacle que j'ai fait, le spectacle Qui d'Ordine, qui se passe dans le village de Lanneau. Ce village, il existe vraiment. Et c'est effectivement un village qui est situé dans le Limousin. Et donc quand j'ai écrit le spectacle, donc à partir d'histoires, donc là c'est toujours pareil, à partir d'histoires qui existent déjà, des histoires du répertoire traditionnel, quand j'ai construit l'histoire, j'ai placé des personnages dans des décors que je connaissais. Et ça influence, c'est-à-dire ma mémoire de ces lieux, ma mémoire visuelle de ces lieux, influence aussi la façon dont je raconte l'histoire. Puisque je sais par exemple qu'à tel endroit, il y a la rivière, elle est située à tel endroit, donc je vais raconter différemment l'histoire. Et le fait qu'il y ait un village qui est un peu plus loin, ça va m'amener à me dire, bah tiens, je pourrais raconter telle histoire après à ce moment-là. Des images que tu as en tête. Voilà, c'est ça. Ma mémoire des lieux m'a influencé sur la façon de construire le spectacle. Alors justement, à propos de spectacle, voyons un peu les spectacles que tu proposes. Alors pour le jeune public, tu nous l'as dit, tu proposes Bestiaire. Oui. Donc une série de questions auxquelles tu réponds. Voilà, une série de fausses questions dans la description du spectacle auxquelles je réponds voilà, en racontant des histoires différentes qui parlent d'animaux. Et j'ai essayé d'avoir donc à chaque fois des histoires qui parlent d'animaux, mais vraiment des histoires de types différents. C'est-à-dire il va y avoir des histoires merveilleuses, il va y avoir des histoires facétieuses, il va y avoir des randonnées. Voilà, donc vraiment des histoires de types différents, mais qui sont toutes autour de cette thématique. Et puis, pour tout public, il y a Qui d'Ordine. Qui d'Ordine, oui. On en parlait il y a quelques instants. Donc là, ça raconte... Ça raconte l'histoire c'est l'histoire d'une femme qui est vraiment obsédée par l'argent et qui fait tout pour en avoir toujours plus, qui en a jamais assez. Et pour qui c'est compliqué. C'est compliqué, évidemment, ça se passe jamais comme elle voudrait. Elle n'est pas aidée par son mari qui est loin d'être... qui est un peu bené, quoi, disons. Et voilà, et c'est donc une histoire qui est construite à partir de plusieurs histoires traditionnelles que j'ai enchaînées les unes après les autres pour faire une seule grande histoire. Et puis, alors on en parlait avec Manuela Yapas précédemment, il y a un spectacle de science-fiction qui s'appelle Le Voyageur et Stanley. Tout à fait. Donc tu joues en duo avec Manuela. Donc c'est du conte, mais c'est un spectacle de SF aussi, donc c'est quelque chose d'assez rare dans le milieu du conte. Oui, c'est quelque chose qu'on voulait essayer. Effectivement, il y a souvent les histoires, on a l'impression que les histoires, c'est toujours des histoires qui se passent dans le passé. Il y a des conteurs qui travaillent sur des histoires contemporaines, que ce soit des récits de vie ou même des contes. Des contes traditionnels, des contes classiques, mais qui sont situés dans un contexte contemporain. Et notre idée, c'était de dire, on peut aller encore plus loin que ça et proposer carrément un spectacle de science-fiction, donc un spectacle avec des histoires qui se passent dans le futur. En tout cas, avec des technologies futuristes
et des choses comme ça. Et donc, on a travaillé sur tout ce qui était voyage dans l'espace, voyage dans le temps, avec des paradoxes temporels. Mais tout ça en proposant des histoires traditionnelles. Il y a notamment une version de La Belle au bois dormant, mais version science-fiction, avec des sabres laser, avec des paradoxes temporels, avec tout un tas de choses comme ça. Il y a aussi les histoires vraies de Lucien de Samosate, qui sont donc Lucien de Samosate, auteur de l'Antiquité, qui a écrit la première histoire de science-fiction, entre guillemets, hein, c'est de la proto-science-fiction, c'est un voyage sur la Lune. Et donc voilà, un certain nombre d'histoires traditionnelles comme ça, qu'on a placées dans un contexte de science-fiction. Et puis, on disait aussi avec Manuela, donc toi, tu joues d'un instrument plutôt Plutôt rare. rare, ouais, le thérémine, Hein. qui est un instrument qui est le premier instrument électronique, enfin électrique même, de l'histoire. C'est un instrument qui a une centaine d'années quand même déjà, et qui se joue sans le toucher. Il se joue en modifiant, en influençant le champ électrique autour de l'instrument, autour de 2 antennes, et c'est ce qui permet de jouer des notes plus ou moins aiguës et plus ou moins fortes. Oui, et puis il y a un blog sur ce spectacle. Oui, il y a un blog, oui. Alors, il y a un petit moment qu'il n'a pas été, Oui. été mis à On peut jour. voir quelques images. Mais on peut voir des images, des photos, des spectacles, d'anciennes représentations, des informations sur le spectacle. Donc si on tape Le Voyageur et Stanley dans son moteur de recherche, on va le retrouver. On va le retrouver rapidement, ouais. Pour ce dernier spectacle, le Voyageur et Stanley, donc vous travaillez en duo, hein, Manuela et toi. Oui. Et comment se passe justement ce travail en duo? Comment se répartissent les rôles? Alors, c'était un travail un peu compliqué, puisque c'est vrai que le travail autour du conte, autour des histoires, c'est plutôt un travail solitaire où on travaille plutôt dans sa tête en réfléchissant, en essayant de voir les images, de les modeler, de modifier les histoires en fonction de ça. Et là, c'est vrai qu'on a dû passer beaucoup de temps ensemble déjà à réfléchir vers quoi on voulait s'orienter, comment on voulait raconter ces histoires. Et il y a eu beaucoup de brainstorming. On a proposé beaucoup d'idées, petit à petit, les idées, on a jeté les 90% de mauvaises idées, et on a essayé de faire s'emboîter les quelques bonnes idées qui restaient pour réussir à faire chacune des histoires, et ensuite, après, pour rassembler toutes les histoires ensemble pour faire le spectacle. Et oui, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail pour réussir à faire tenir tout ça ensemble. Surtout que c'est une histoire qui est un peu complexe, parce qu'il y a qu'on a simplifié pas mal d'ailleurs, puisque la première version du spectacle était un peu compliquée à suivre. C'est une histoire avec beaucoup de paradoxes temporels et de choses qui étaient influentes, quelque chose qui se déroulait au début du spectacle qui était influencé par des choses qui se déroulaient après, etc. Donc c'était un peu compliqué à suivre. Donc on a un peu simplifié ça après coup. Très bien. Des projets en cours en ce qui concerne le conte dont on pourrait parler? Oui, alors je suis en train de travailler sur un spectacle. Alors c'est vrai, c'est loin d'être, c'est vraiment quelque chose en cours de défrichage, hein. Je suis en train de travailler sur un spectacle avec, justement, on en parlait tout à l'heure, avec des histoires contemporaines. C'est-à-dire des histoires qui se déroulent, des histoires traditionnelles, plutôt des histoires traditionnelles, mais qui se déroulent dans un contexte contemporain, des histoires qui se déroulent aujourd'hui, en fait, dans un contexte un peu plus urbain et dans le 21e ou à la limite le 20e siècle. L'idée, c'est justement de sortir aussi, encore une fois, de ce côté un peu passéiste du conte, enfin, cette impression qu'on a que voilà, c'est des histoires du passé, que ça ne nous concerne pas vraiment, ça se passait dans un autre temps, dans un autre monde, et on n'est plus vraiment concerné aujourd'hui. L'idée, c'est justement de garder toute l'ambiance un peu du conte, l'ambiance du merveilleux, avec toute l'influence du symbolisme, mais en situant ça dans le monde d'aujourd'hui. Et voilà, il y a quelques histoires déjà qui sont prêtes, qui sont écrites, que je raconte déjà. Comme je disais, hein, quand je construis un spectacle, je raconte d'abord les histoires indépendamment les unes des autres, et petit à petit, le spectacle se construit comme ça. Donc voilà, j'ai déjà une partie de ce spectacle qui est conçu, mais il reste encore beaucoup de travail. Et est-ce qu'on va pouvoir te retrouver prochainement quelque part? Prochainement, non. Prochainement, pour l'instant, là, les grandes vacances approchent, et c'est vrai que c'est une période, en ce qui me concerne, qui est plutôt creuse. Donc avant la rentrée,
Je n'ai rien de prévu. Voilà. On Et surveillera à la ça. rentrée, on verra. En tout cas, on peut surveiller ça sur Internet, soit sur ta page, soit sur, oui, sur ta page Facebook, hein, Fabien Delorme, Fabien Delorme, conteur. Tout à fait. Et il y a aussi le site internet fabiendelorme.fr. C'est exact. Pour terminer, peut-être aurais-tu un conteur, une conteuse ou un spectacle de conte à nous conseiller? Ah, c'est une question. Je n'ai pas du tout regardé l'agenda des conteurs qui peuvent, qui passent dans la région prochainement. Des conteurs que je pourrais conseiller. Je vais donner les noms des conteurs. C'est des conteurs très connus, mais des conteurs qui m'ont beaucoup influencé dans mon travail. Ils sont très connus, mais voilà, des gens qui m'ont influencé. Il y a Micheline Denoc, qui m'a beaucoup influencé sur mes débuts. Et il y a aussi Myriam Pelikan et Didier Kowarski, dont j'aime beaucoup le travail sur notamment tout ce qui est autour de l'improvisation et de la façon de travailler, de raconter sur l'instant en fonction de ce qui se passe à l'instant T au moment où ils racontent. C'est des gens qui ont eu beaucoup d'influence sur mon travail, quoi. Et qui sont très sympathiques en plus. Ok, eh bien, merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Je rappelle qu'on peut retrouver tes chroniques ainsi que celles de Manuela sur l'art du conte, le relevé de compteur sur YouTube. Donc oui. Vous allez sur YouTube, vous tapez La vie des livres, tout collé, vous allez dans la playlist relevé de compteur et vous allez retrouver les chroniques. Et puis aussi ta chronique sur la littérature policière, la crème du crime qu'on peut retrouver également. Tout à fait. Bien, merci et une bonne journée. Merci.